On va démarrer par la présentation en vidéo du projet Sésame. Des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest, des nouvelles algues flottantes prolifèrent depuis 2011 et viennent perturber la vie des littoraux de ces zones. Confinées jusqu'alors au nord, les algues sargasses s'accumulent en surface et forment ainsi des radeaux flottants qui se déplaçaient peu d'une zone appelée justement mer des Sargasses. Plusieurs raisons plausibles mais non confirmées peuvent expliquer le déplacement de ces bancs d'algues au-delà de leur zone habituelle. Une de celles-ci repose sur une anomalie dans la circulation océanique résultant de perturbations atmosphériques dans l'Atlantique Nord. L'échouage de ces algues sur des zones peuplées peut avoir plusieurs impacts. Au-delà de leur aspect peu esthétique, ces radeaux de plusieurs tonnes d'algues se décomposent une fois échoués et libèrent du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique pour les voies respiratoires, mettant en danger la santé des populations locales. La faune et la flore sous-marine sont elles aussi perturbées par cette décomposition massive de matière organique, puisqu'elles créent de l'anoxie marine, un phénomène de raréfaction de l'oxygène dans l'eau, provoquant la fuite des espèces vers des zones plus oxygénées. Aux enjeux sanitaires et écologiques s'ajoute une dimension économique. L'échouage de ces algues sur les plages rend le paysage disgracieux et s'accompagne d'odeurs nauséabondes liées au sulfure d'hydrogène qui se dégage, ceci nuisant fortement au tourisme, pilier principal des économies locales. C'est pour répondre à ces défis que CLS, accompagné de l'IRD, de Mercator et du CNES, a lancé le projet Sésame. Dans l'objectif d'aider les communautés locales, la plateforme Sésame met gratuitement à disposition des gouvernements et des instances publiques des cartes de détection des sargasses allant jusqu'à prédire leur circulation dans l'Atlantique sur plusieurs mois. Le projet permet l'automatisation de la détection de ces bancs de sargasses et la rend accessible via un portail internet. Ces cartes s'appuient sur des données de satellites européens et américains de différentes résolutions, notamment Sentinel-3 et MODIS, résolution à 300 mètres, ainsi que Sentinel-2 et Landsat, résolution à 10 mètres. Une chaîne de traitement analyse ensuite ces images satellites par échantillonnage dans plusieurs bandes de couleurs et les retranscrit sous forme de cartes, mettant en avant un indicateur robuste et représentatif de la présence des sargasses, le Normalized Floating Algae Index. Au vu de l'importante couverture géographique du phénomène, l'utilisation des satellites s'impose comme la solution la plus judicieuse techniquement et économiquement, en permettant notamment une vision du phénomène en temps réel sur l'ensemble du bassin atlantique. Les cartes générées sont validées par des vérifications in situ, comme par exemple des missions de vérification en bateau ou encore le dépôt de bouées effectué dans des radeaux de sargasses entre la Guyane et les Antilles. Ces opérations de terrain ont toutes confirmé la qualité des données fournies par les satellites et la pertinence de l'algorithme de la plateforme Sésame. Une fois opérationnel et à disposition des acteurs locaux, le projet Sésame leur offrira l'opportunité de mettre en œuvre des solutions de lutte contre l'échouage des sargasses et de décider d'actions de collecte stratégiques et potentiellement coordonnées. Donc voilà, vous avez vu la très belle vidéo qui avait été réalisée pour le SCO. Après, cette vidéo dit à peu près tout, mais bon, pour répondre plus spécifiquement on va dire, ou donner quelques précisions. Tout d'abord, pour la détection des sargasses, on utilise plusieurs types de satellites. Donc, on utilise de la donnée de satellite géostationnaire qui s'appelle GEUS. Donc, lui, il a l'avantage de nous donner des images tous les quarts d'heure. Et donc, ça nous permet un peu de contrer, on va dire, la problématique des nuages qui est assez présente sur la région, les Caraïbes et la Guyane. Après, on utilise les données des sentinelles. Donc, eux, ils ont une résolution de 300 mètres. C'est un peu, on va dire, les satellites qu'on utilise le plus, en fait, parce que la résolution de 300 mètres, c'est quand même nettement supérieur à 1 km. Et là, et le temps de revisite des satellites est suffisamment élevé pour qu'on arrive à faire des cartographies en continu des sargasses.
On utilise aussi Aquamodis, qui est pareil à 300 mètres. Alors, Modis est un peu en fin de vie, donc on a souvent des problèmes de détection, hein, mais voilà, on l'utilise quand même. Et après, on utilise les données Sentinel 2 et Landsat aussi, qui sont alors d'une résolution de 20 mètres. Donc la couverture, enfin le temps de revisite est un peu moins élevé que pour, enfin est un peu plus, comment dire, long que pour les Sentinel 3. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, à 20 mètres, on commence vraiment à avoir des choses assez précises, et notamment pour tout ce qui est estimation des surfaces et donc des volumes, là, ça commence à devenir assez intéressante. Et donc la façon dont on utilise ces données, donc c'est un peu ce qu'on dit dans la vidéo, hein, c'est vraiment, enfin sans les données satellites, il ne serait pas possible de suivre les sargasses, et donc de comprendre aussi comment elles se déplacent dans l'Atlantique, à quel moment elles prolifèrent, enfin voilà. Et donc, on commence, nous, par faire un calcul de présence de sargasses, donc le fameux NFAI, là, Normalized Floating Algae Index. Après, on cartographie cet index et ensuite, on fait aussi une cartographie de la couverture nuageuse, parce que c'est important aussi que les utilisateurs sachent que, on va dire que l'absence de détection de sargasses peut provenir de deux choses, hein. Donc de l'absence de sargasses ou du fait qu'il y a trop de nuages, et donc ça n'a pas été possible de les détecter. La diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà, et donc ça, c'est un exemple de détection assez classique. Donc là, on est sur à peu près l'ensemble des Caraïbes, hein. Donc vous reconnaîtrez Cuba, la République dominicaine, et c'est une situation. Et là, on est dans une situation, on va dire. Donc là, c'est le 1er juin 2021, mais vous pouvez voir le genre de situation qu'on a, avec énormément de sargasses à l'est, donc qui sont un peu qui arrivent sur les petites Antilles, hein, donc la Guadeloupe, la Martinique, Grenade, etc. Quelques sargasses qui sont rentrées dans la mer intérieure, et qui vont donc affecter des îles telles que la Jamaïque, et qui ensuite vont finir à l'ouest par s'échouer donc sur les côtes du Belize et du Mexique. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre comment dire, de situation qu'on peut avoir. On distribue tout ceci via un portail interactif, hein, ce qui permet à l'utilisateur de zoomer, dézoomer, enfin voilà, de se concentrer sur sa zone d'intérêt et de regarder les dates qui l'intéressent. La diapositive d'après, s'il vous plaît. Et là, c'est simplement, je vous ai mis un peu un exemple de validation, parce qu'on peut toujours se poser la question de est-ce que ça fonctionne vraiment. Et donc ça, c'est un exemple qu'on trouvait assez intéressant, puisqu'on a c'est un zoom sur la Barbade, et on a en fait, c'est dans les images en fait, ou distribuées sur Google, en fait, donc Google Earth, en fait, on voit la présence de sargasses, hein, vous les voyez bien, c'est ces espèces de grands bandes, de grandes, comment dire, taches marron qu'on trouve en vert. Mettre la porte à droite, alors, non? Pardon? Ah. Bon. Vous m'entendez? Je ne sais pas. Continuez, Marc, je coupe le son à des personnes qui sont. Ah, d'accord. On a les questions là. Et du coup, et donc ça, donc là, l'image donc de gauche, c'est une image haute résolution avec un capteur optique classique. Après, on a ce qu'on peut voir avec Sentinel-2, et après, on vous montre donc sur tout à droite l'indice NFAI. Donc effectivement, il est moins résolu que les autres, parce qu'en règle générale, on couvre des zones beaucoup plus importantes. Donc on ne peut pas avoir la même résolution, mais on voit qu'on arrive bien à reproduire le positionnement des bancs qui ont été détectés, ou qui sont visibles, on va dire, dans l'image à haute résolution que vous avez à gauche. Donc c'est une façon un peu de valider en fait nos détections. Après, on a fait d'autres campagnes, et on a fait aussi un exercice de validation assez complet en faisant justement à partir en regardant ce qu'on trouvait avec la haute résolution optique, hein, donc 0,5 mètres de résolution, ce qu'on voyait dans Sentinel-2 et ce qu'on voyait dans Sentinel-3. Donc voilà. La diapositive, vous voulez ?
Voilà, donc où est-ce qu'on en est au niveau du projet? On est plutôt dans l'intégration, la thèse de la solution. Donc là, je vous ai montré beaucoup tout ce qui se faisait au niveau du satellite, hein. Il y a tout un projet, il y a toute une partie aussi qui est dans la modélisation, donc qui est faite par les équipes de l'IRD. Et donc l'IRD a développé un modèle, donc plus précisément Julien Jeannot, a développé un modèle donc, de croissance et de déplacement des sargasses, qui permet de faire des prévisions, on va dire, à long terme, donc ou saisonnières, donc 3 à 6 mois. Donc c'est un modèle qui fonctionne et qui a l'air de marcher plutôt bien. Et là, on est dans la partie où on est en train de l'intégrer, de le faire intégrer, on va dire, en opérationnel par Mercator. Donc l'idée, c'est d'avoir un système autonome qui fait ses prévisions sans trop d'intervention humaine. Donc on en est à peu près là. Et ensuite, au niveau donc, de l'interface de visualisation, on est en train de récupérer là, les sorties et de s'assurer du format pour pouvoir les afficher sur la plateforme Internet qui, pour l'instant, ne montre que les détections satellitaires. Voilà, je crois que c'est la dernière slide, je ne sais pas, oui. Je crois que c'est tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'on... C'est maintenant, maintenant. je crois. Ouais, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas pour les questions via le chat ou en ouvrant vos micros qu'on a désactivés, mais vous pouvez les réouvrir, bien évidemment, pour poser vos questions. Oui, bonjour, moi j'aurais deux questions. Antoine Troulier, je connais le SCO parce qu'on a fait un projet avec eux sur les oliviers. Euh, on travaille aussi sur les images satellitaires, donc je connais un petit peu le sujet. Vous avez cité Google Earth, mais comment est-ce que vous pouvez utiliser des images Google Earth qui sont pas très souvent réactualisées? Ou au contraire, est-ce que vous avez des zones sur lesquelles vous avez des passages réguliers, je dirais peut-être pas comme S2 toutes les semaines, mais avec une fréquence qui permet d'avoir des images vraiment utilisables pour le suivi de sargasses? Alors, dans le service opérationnel, on n'utilise pas les données optiques haute résolution parce qu'elles sont payantes en temps réel. Donc, donc ça deviendrait trop cher. Là, ce qu'on vous montrait, c'était une opportunité en fait. C'est qu'on s'est, en regardant Google Earth pour je ne sais plus pourquoi, on s'est rendu compte qu'on voyait aussi des sargasses. Et donc, on est allé voir si, comme on peut avoir dans Google Earth la date de l'image, on est allé voir si on avait des détections de sargasses correspondantes D'accord, dans Sentinel-2, dans Sentinel-3. Effectivement, avec Google Earth, on peut pas. Donc, je crois je ne sais pas quelle est la fréquence de mise à jour. Hein. C'est assez, effectivement, comme vous dites, assez irrégulier et assez long. Donc voilà, donc c'est plus une opportunité. Après, d'accord, dans un autre projet, on a acheté de la donnée haute résolution pour faire cette validation. Donc ça, c'était un autre projet. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui nous permet de le faire en temps réel, la détection. d'accord, très bien. Et ma deuxième question, alors ça sort un petit peu de vraiment de l'étude que vous avez présentée. Une fois qu'on peut prévenir un risque d'échouage de gros bancs de sargasses sur des îles, est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre, de réussir à les faire dériver ailleurs, mais c'est un petit peu repousser le problème chez les voisins? Quelles sont les solutions une fois qu'on sait que ça risque d'arriver? Ou est-ce que c'est simplement, on va prévenir on va prévenir les offices du tourisme que les prochaines semaines vont être pénibles? Voilà, c'est très bien de pouvoir prévenir, mais ensuite, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Non, il y a plusieurs comment dire, possibilités. Ce qui est souvent fait actuellement, c'est la mise en place de barrages donc flottants, et ensuite la collecte le long de ces barrages, parce qu'en fait, comme les sargasses sont assez lourdes, en règle générale, elles ont tendance à briser les barrages flottants, donc il faut les collecter avant qu'il y en ait trop qui s'accumulent. Il y a aussi des gens qui font une sorte de broyage de sargasses pour les faire couler. Donc il passe dedans et ensuite enfin, avec une sorte de rotor qui fait que finalement les sargasses enfin, finissent par couler parce qu'en fait elles ont plein de petites poches. Des petits flotteurs? Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Donc ça permet de les faire couler. C'est un peu compliqué. Alors en fait, enfin, tout le monde préfère en fait, dans la mesure du possible, collecter les sargasses avant qu'elles arrivent sur la plage, hein, parce qu'une fois qu'elles sont sur la plage, il faut venir les ramasser avec des tracteurs. On ramasse pas mal de sable avec. C'est
compliqué de valoriser les sargasses après. Donc voilà, actuellement, les stratégies les plus communes sont d'avoir des barrages et de les collecter le long des barrages. Après, c'est comment dire, des solutions assez ponctuelles spatialement, parce que vu le volume de sargasses qui arrive, on n'arrive pas à tout arrêter. Donc voilà, dans certains cas, on va dire que si jamais la côte n'a pas un intérêt touristique ou très fort, en fait, ils vont laisser les sargasses s'échouer, ils vont les laisser se décomposer. Et ça fait partie des grosses questions actuellement sur les sargasses, c'est quelle est la meilleure façon de les de lutter contre les sargasses. Est-ce qu'il faut construire des bateaux spécifiques pour ramasser les sargasses, et qu'est-ce qu'on fait des sargasses qu'on collecte, hein, parce qu'il faut avoir des structures, on va dire, sur place pour les endroits où on peut les laisser se décomposer. Le problème des sargasses aussi, c'est qu'elles sont assez chargées en arsenic. Donc, ça peut avoir un impact néfaste sur les sols où on les fait se décomposer. Enfin, voilà, c'est compliqué. D'accord, merci beaucoup. Merci Antoine. D'autres questions? Oui, Serge Roculot de Société S2I. J'ai une petite question. Je voulais savoir si on sait s'il y a plus de sargasses que une période antérieure, hein, peut-être avant 2020 ou même 2000. Et est-ce que les satellites peuvent nous aider à déterminer pourquoi est-ce qu'il y en a plus et quels sont les, euh, les effets qui amènent à ce qu'il y en ait plus? Je vous remercie. Alors, effectivement, alors les sargasses, il y en a toujours eu, hein, donc d'où le nom, vient du fait qu'en fait, toutes ces algues étaient présentes, ont toujours été présentes en fait, dans la mer des Sargasses, donc qui est un peu plus, on va dire, au nord, on va dire, à l'est de la Floride. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, il y a eu une anomalie dans la circulation océanique provenant d'une anomalie en fait au niveau de la répartition de la pression atmosphérique. Et donc, il y a des sargasses qui se sont échappées. Alors, ça avait dû arriver par le passé, mais ce qui se passait, mais dans le passé, il n'y avait pas des conditions favorables pour la prolifération. Et là, en 2010, on va dire la quantité de sargasses qui s'est échappée donc de son réservoir naturel a trouvé des conditions favorables à sa prolifération dans l'Atlantique tropical. Alors peut-être parce que la température est un peu plus chaude, peut-être parce qu'il y a plus de nutriments disponibles du fait des activités forestières donc en Afrique, et donc avec pas mal de nutriments qui arrivent dans le Congo, et la même chose dans l'Amazone, hein, avec toute la déforestation. C'est con. Alors voilà, ça c'est des hypothèses, c'est pas encore complètement sûr, parce qu'en fait les sargasses, c'est très difficile de faire pousser des sargasses en laboratoire. Donc ils n'ont pas encore pu comprendre exactement quel serait le déclencheur de cette prolifération, de cette prolifération dans l'Atlantique central, tropical. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, je vous remercie, c'est parfait. Ouais, d'ailleurs, j'avais vu une petite vidéo, c'est peut-être toi, Marc, qui l'avait préparée, qui reprenait la dynamique de cette anomalie de 2010 jusqu'à maintenant. C'est intéressant, j'imagine, de cette présentation, certainement. Oui. Il n'y a pas de questions dans notre chat jusque-là. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai une petite question, en fait. Ludo Servet de la société Ine Énergie. Vous écoutez, allez-y. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, je voulais juste. J'ai une petite question sur le modèle utilisé par Julien Janot. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que c'est Croco? C'est juste pour savoir, en fait. Non, c'est Croco de mémoire, c'est un modèle haute résolution, comment dire, plutôt sur la physique de l'océan de mémoire, Oui, c'est ça? oui. Voilà, et en fait, lui, c'est vraiment un modèle. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est vraiment un modèle plutôt bio-géochimique. D'accord. Voilà, donc il utilise pour l'aspect physique, c'est-à-dire couranto, il utilise les sorties des modèles de Mercator.
D'accord. Voilà. Et parce que là, vous parlez de sargasme en fait au niveau de le bassin ouest. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'on voit également en fait leur distribution dans la partie est? Par exemple, là où vous avez parlé du bassin de Congo, on sait très bien qu'on va avoir des upwellings avec les courants qui vont vers l'ouest. Mais est-ce qu'avec un contre-courant, on les observe également dans le golfe de Guinée, par exemple? Alors, les sargasses s'échouent au Sénégal. Donc, il y a la présence, en tout cas avérée, sur cette partie-là de l'Afrique. Après, au niveau circulation, alors on n'a pas beaucoup d'informations sur des sargasses qui s'échoueraient donc dans le golfe de Guinée, c'est possible, mais après, c'est pas encore très documenté. Je ne sais pas non plus si jamais les courants sont particulièrement favorables, quoique. Mais voilà, oui, effectivement, il y a de la présence de sargasses du côté à l'est du bassin atlantique. On en voit aussi aux Canaries. Voilà, donc après, pas dans les mêmes proportions, mais voilà. Merci. Merci beaucoup Marc pour la présentation, pour le projet Sésame, pour en apprendre plus sur les sargasses. N'hésitez pas à posteriori, pour l'ensemble des participants, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser auprès de Marc et vous avez sur le site du SCO la présentation du projet et le contact de Marc qui est à disposition s'il le faut. Voilà. Et on se fera un relais également si nécessaire. Merci beaucoup Marc. Merci, je vous en prie. Au revoir.